Donc on va démarrer cette conférence. Alors, le thème, effectivement, vous l'aviez en français, je vous rassure, hein, je donne la conférence en français, voilà, mais j'interviens toujours, ou presque toujours en anglais, et donc c'est la raison pour laquelle le document, principalement la plupart des slides, il y aura des titres ou des accroches en anglais, mais bon, c'est de l'anglais business et c'est pas du tout un problème. Donc on va démarrer sur ce thème, l'excellence française, donc un enjeu important évidemment dans le secteur de la mode et des accessoires, sur le segment luxe bien sûr. On a donc à peu près, je crois 45 minutes, hein, donc on va voir si j'arrive à tenir dans ce délai ou si on explose un petit peu en fonction des possibilités, de la marge de manœuvre qu'on a. Alors je vais démarrer, parce que c'est un très vaste thème, hein, et je vais être obligé d'être extrêmement focus hein, sur un certain nombre d'aspects, mais vous allez voir que c'est assez dense, il y a plein de choses, plein d'idées, bon, que je vais vous présenter, en commençant par une évocation qui est quand même un point de départ très important quand on veut comprendre le luxe français aussi, mais le luxe d'une façon générale, et l'importance de cet univers. Alors je vais plutôt employer l'expression d'univers quand je fais référence à la dimension culturelle du luxe, et je vais plutôt employer l'expression de secteur d'activité, ou en anglais on dirait industry, pour parler des aspects économiques. Hein, bon. Mais on va dire que l'univers du luxe, qui comprend plusieurs mondes, plusieurs secteurs, est fondé sur une donnée, on va dire, très importante, qui est l'influence et la puissance des acteurs de ce secteur, influence culturelle, qui est la source de la performance financière. Donc performance financière, on va en parler tout de suite. Après, je vais beaucoup être, on va dire, focus sur la dimension culturelle. Bon, l'ADN, quelles sont les raisons profondes qui font que ces marques, ces maisons, ces groupes sont influents. Mais tout d'abord, je commence par la performance financière, avec cette évocation, je ne sais pas si on voit très bien, bon, oui, ça va, tout le monde voit. Cette évocation à propos de Vuitton, vous voyez bien qu'ici on n'est pas dans un pot de peinture, mais ce n'est pas un pot de peinture, mais c'est un sac, bien entendu. Et Vuitton, pourquoi Vuitton? Parce que Vuitton fait partie de ce géant du luxe, effectivement, qu'est LVMH. Et si on regarde la composition rapidement, hein, la composition du CAC 40, le CAC 40, je vous rappelle, ce sont les entreprises cotées en bourse, en tout cas les plus puissantes de ces entreprises cotées en bourse, sur le marché français, puisqu'on en parle de la France. Et si on regarde la synthèse de ces entreprises, avec leur valorisation boursière, donc leur valeur financière finalement, hein, on s'aperçoit que clairement, vous voyez, le secteur du luxe, hein, industry donc en anglais, le secteur du luxe est leader, très leader. C'est-à-dire que si on prend juste ces quatre entreprises, donc LVMH, Kering, hein, ici, là, et Hermès et L'Oréal, ça représente 36%, hein, de la valorisation du CAC 40. Hein, donc on pourrait dire par extension 36% de l'économie française. Alors ce n'est pas tout à fait exact, d'abord parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas là-dedans et qui ne sont pas représentées, mais ne serait-ce que dans le secteur du luxe, Chanel par exemple, parce que Chanel n'est pas coté en bourse. Donc si Chanel était là, on serait à 42-43%, hein, facile, hein, de l'économie. Mais bon, donc ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est quand même très représentatif de ce poids, hein, de cette importance du secteur du luxe. Mais s'il y a cette importance financière, si vous voulez, et importance financière et donc économique au sens large, c'est-à-dire en termes d'emploi. Hein, LVMH, c'est plus de 200 000 emplois dans le monde. D'accord ? Bon, donc c'est énorme. Si on a ça, c'est qu'on a à la base, on a une dimension culturelle, hein, qui est très très forte et qui est la raison de l'influence de toutes ces entreprises. Je parle de celles-là, bien entendu, sont celles qui nous intéressent aujourd'hui. Toutes les autres, évidemment, bon, bah, sont importantes, hein, Total, BNP, compagnie, Engie. Bon, grâce à Engie, on a du chauffage, effectivement. Mais l'économie est quand même principalement dirigée par ce secteur. Alors si on regarde, ça ce sont les entreprises, si on regarde les marques,
et spécifiquement, donc du coup, pourquoi je démarre avec Vuitton, c'est que quand on regarde le classement, la valorisation des marques, non pas des entreprises, hein, donc là on n'est pas sur la valorisation boursière, mais la valorisation des marques dans le monde, eh bien, dans un classement, vous voyez ici, c'est un classement, c'est le classement Brands. Brands, c'est avec un Z à la fin, pas avec un S, si vous cherchez. Hein, Brands de Kantar Media. Dans leur classement annuel, c'est un classement de 100 marques. Ce sont les 100 marques les plus valorisées au monde. Et bien, sur ces 100 marques les plus valorisées au monde, sur le top 10, la première marque française, c'est Vuitton. D'accord ? De très loin. La deuxième va être Hermès. Et dans tout ce classement des 100 marques les plus valorisées au monde, donc je ne vais pas commenter les premières que tout le monde connaît, dans toutes sur ce classement Brands, hein, donc le classement Brands des 100 marques les plus valorisées, les seules marques françaises présentes sont dans le secteur du luxe. D'accord ? Il n'y a rien dans le transport, rien dans l'énergie, etc. Hein, rien dans tout ce qui est télécom, rien. Tout est dans le secteur du luxe. Alors, et d'ailleurs, si on prend ce petit panorama, vous voyez que la plupart sont soit françaises, soit sous pavillon français en quelque sorte, parce que Gucci, bien sûr, c'est Kering, et Kering donc fait partie du CAC 40. D'accord ? Et puis Cartier, bien sûr, Cartier c'est le groupe Richemont, donc c'est un groupe suisse, mais c'est une maison, bien sûr, française, dont je vais pas mal parler d'ailleurs aujourd'hui. Alors, ce petit préambule passé, on attaque une dimension plus, on va dire, plus profonde, moins économique et financière, mais plus culturelle, qui va être effectivement quels sont les grands courants et les grands moteurs, si vous voulez, de cet univers du luxe. Et là, j'emploie vraiment à dessein le terme univers du luxe pour faire référence à la dimension culturelle. Alors il y a, et ça marche ça, pour l'instant, j'évoque ça de façon globale, après je serai plus spécifique sur la situation française et le poids de l'exception, on pourrait dire, de cette influence française dans le monde, dans l'univers du luxe. Mais il y a d'abord effectivement donc, tout ce qui est tradition, histoire, mémoire, et ce qu'on pourrait appeler nos actifs culturels. Hein. Assets, ça veut dire les actifs, ce sur quoi on peut compter, ce qui a de la valeur. D'accord ? Alors ça peut être de la valeur financière, si on fait un bilan d'entreprise, mais là, en l'occurrence, on parle de la valeur culturelle. Donc qu'est-ce qui va avoir une capacité, si vous voulez, d'influence sur le marché ? Et évidemment, c'est aussi notre façon de parler de patrimoine. Je reviendrai là-dessus parce que c'est très important, ce vocabulaire. Il y a des éléments de vocabulaire qu'il faut avoir en tête pour comprendre le luxe, y compris quand on voit la façon dont les marques, évidemment, les marques, les maisons et les groupes font leur promotion, si vous voulez, font leur branding. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est la dimension, on va dire, tradition, pour faire court. Il y a une autre dimension qui est très importante, bien sûr, pour comprendre le luxe en général, c'est l'innovation. C'est d'ailleurs, je reviendrai là-dessus juste après, cette balance qu'il y a, ou cet équilibre qu'il y a entre tradition et innovation est aussi là fondamentale. On pourrait presque définir le luxe de cette façon. C'est l'équilibre entre tradition et innovation. Également important, évidemment, cette question de la durabilité. Alors attention, là on ne parle pas de la durabilité au sens, on va dire, populaire du terme et au sens contemporain du terme, qui va être effectivement cette question de l'environnement, du respect de l'environnement. Donc c'est important, bien sûr, mais ce qui compte le plus ici, c'est la durabilité de l'objet, du produit, la durabilité de l'expérience, qui est en fait inscrite dans l'ADN du luxe depuis des décennies, des siècles. C'est dans cette culture-là du luxe, effectivement, on est dans une culture du durable, par essence, en fait. Le luxe, c'est quelque part, c'est fabriquer, je reviendrai sur ce terme-là, fabriquer, façonner des objets précieux et des expériences précieuses, et faire en sorte que l'ensemble ait du sens. Bon. Donc, on est forcément dans quelque chose qui doit avoir de la durabilité, si vous voulez. Donc c'est très important aussi. Bon, après, il y a toute la dimension de respect de l'environnement, etc., mais c'est pas le terme, ce terme-là n'est pas focus sur les préoccupations environnementales et écologiques. Alors évidemment, tout ça, ça fonctionne ensemble, ça fonctionne normalement avec cohérence. Si l'image de ces marques, de ces maisons, de ces groupes est cohérente, c'est parce qu'il y a tout un travail qui est fait pour harmoniser évidemment tout ça, donc il y a une cohérence.
Je mets ça sous forme de question, mais c'était évident que cette cohérence, on la trouve, y compris sur bien sûr les marques parfois les plus confidentielles. Bon. Mais évidemment, pour les grandes marques iconiques, historiques et très présentes sur les marchés, bien sûr, cette cohérence est évidente. Alors, de la cohérence, effectivement, à l'excellence, on va y venir, et on va aller vers l'excellence française. Mais d'abord, cette question de l'excellence, effectivement, parce qu'il faut pouvoir combiner ces deux approches, si vous voulez, ou ces deux points de départ, ou ces deux origines, donc la dimension tradition et la dimension innovation, considérant que, effectivement, de ce côté-là, on a quelques mots-clés. Si on parle de tradition, ça veut dire qu'on évoque évidemment cet impératif de transmission. Le luxe égale tradition, mais égale aussi évidemment transmission. D'abord parce que tradition, ça vient du latin tradere, qui veut dire transmettre quelque chose. Donc ça veut bien dire que si c'est traditionnel, c'est quelque chose qu'on se transmet. Sinon, ça n'existe pas, en fait. Donc si on peut considérer ça comme une tradition, c'est parce que cela nous a été transmis à un moment donné. Donc par la communauté autour de nous, par la société, par nos parents, par différentes sources. Donc il y a transmission, il y a évidemment une importance très forte de la mémoire et de l'identité, comme origine même tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va produire et mettre sur le marché. Alors cette distance temporelle et spatiale, c'est l'idée que le luxe n'est pas forcément accessible. On ne parle pas de la dimension financière, là, c'est pas ça du tout, c'est pas ma préoccupation, mais vraiment pas du tout. Le prix n'est qu'une conséquence. Il ne faut pas se dire c'est luxueux parce que c'est cher. Non, c'est cher parce que c'est luxueux. Il faut bien mettre les choses dans le bon ordre. Et donc, ce qui est important par contre, c'est de comprendre qu'il y a une certaine forme de distance. Le luxe n'est pas aussi accessible. Ça demande du temps, ça demande de la préparation, ça demande une forme d'éducation presque, d'acculturation. Bon. Et puis il y a de l'espace, effectivement, souvent, parce que, bien sûr, on est dans des espaces plus grands, quand on est dans une dimension de retail, et c'est le point d'ailleurs qui vient juste après, cette sacralisation, c'est que le retail du luxe est particulier, et on n'accède pas aussi facilement, aussi vite, à un vêtement, à un accessoire, que chez Zara ou au rayon textile de Carrefour. Bon, voilà. Donc forcément, les choses, on n'est pas dans l'immédiat. Et ça, c'est très important, je reviendrai là-dessus. On est tout sauf dans l'immédiateté. Et pourtant, de l'autre côté, effectivement, l'immédiateté va être importante, la technologie va être importante. Il y a aussi un luxe qui est fondé sur cette dimension d'innovation. L'innovation, c'est globalement répondre aujourd'hui à des besoins de demain. Donc c'est prendre de l'avance, anticiper. Et donc, on est sur on va dire des moteurs ou des leviers un petit peu différents. D'abord, il va falloir, on communique énormément, il y a beaucoup plus d'interactivité, il y a une proximité, là, on est très proche effectivement de ce produit ou service innovant qui va nous être proposé. Et puis, il y a une immédiateté, c'est-à-dire qu'en règle générale, les choses vont beaucoup plus vite. Et bien sûr, on a des codes culturels qui sont de chaque côté, qui se parlent, qui sont parfois en contradiction, et qui finalement, à un moment donné, se rejoignent. Et si on a comme résultat cette excellence, qui est une quête d'ailleurs, c'est jamais un objectif qui est atteint une fois pour toutes, puis après c'est fini, on est tranquille, on peut se reposer. Non, aucun des acteurs du luxe d'ailleurs ne se repose, d'accord ? Même Hermès ne se repose pas. Donc effectivement, cette excellence est on va dire une quête permanente, et elle repose sur des codes culturels qui sont finalement des allers-retours permanents entre ces deux approches, ou ces deux courants. On peut les appeler, si vous voulez, des courants dans le luxe. Alors, on peut aussi, et c'est une autre façon de parler d'excellence, parce que l'excellence est nécessaire à tous les niveaux, là, l'excellence est nécessaire quand on considère cette image, cette allégorie de l'arbre-monde. L'arbre-monde, c'est une façon de représenter l'univers et de considérer que l'univers pourrait être comme un arbre. Bon. Alors, ce qui est très intéressant dans l'arbre, c'est qu'il y a une partie qu'on ne voit pas, qui est souterraine, et qui pourtant est extrêmement influente. C'est toutes les inspirations, les valeurs, les idées que finalement on va rassembler. Bon, toutes ces racines, c'est très important la notion de racine, évidemment, dans le vocabulaire, que ce soit la confiance, la capacité de transformation, la beauté, la grandeur, etc. L'importance aussi de l'emplacement géographique, là où on est situé, la notion de persévérance et d'effort, j'y reviendrai. Tout ça va conjuguer, former à un moment donné cet ADN
du luxe, et je reviendrai là-dessus, ça sera ma conclusion d'ailleurs, cet ADN du luxe, hein, qu'il est fondamental de comprendre, qui se partage entre principalement 3 composants identitaires, qui forment un peu ce tronc, si vous voulez, là, de l'arbre luxe. Bon, patrimoine, tout ce qui est lié donc évidemment à l'histoire, la mémoire, les traces de l'entreprise, bon, et puis cette personnalisation, cette capacité des marques, évidemment, à s'adapter aux désirs et aller au-delà même des désirs de leurs clients, de leur marché d'une façon générale, et puis bien sûr, et ça c'est très très important aussi, le métier, le geste. Et là particulièrement, on a de l'excellence bien sûr dans le parcours historique, on a de l'excellence dans la capacité d'adaptation, mais on a de l'excellence dans le métier, plus que jamais. Le métier, c'est essentiel. On enlève le métier, c'est fini. Voilà, exit le luxe. Bon, globalement. Donc c'est très important ce métier, craftsmanship. Je reviendrai là-dessus, évidemment. Et puis, au-dessus, effectivement, si on a ce tronc, c'est ce qui va définir, si vous voulez, c'est la sève de l'arbre. D'accord ? C'est la vie de l'arbre qui va circuler dans la moindre petite branche, il y a de la sève. Et toutes les feuilles là, qu'on a là, effectivement, sont quelque part comme des marques, qui sont rattachés à ce tronc central qui fonctionne, qui est valable, qui est cohérent pour tous les univers, tous les mondes en tout cas dans l'univers du luxe, donc tous les secteurs, si vous voulez, ou sous-secteurs, que ce soit cosmétique, que ce soit la joaillerie, que ce soit plein d'autres choses, et qui donc va permettre d'irriguer, si vous voulez, de comprendre aussi pourquoi ces marques sont puissantes et bien accrochées à leurs petites branches ou à leurs grandes branches, ça dépend de là où elles sont. Bon. Donc c'est une image, bien sûr. Alors, après ces quelques idées-là, on va passer sur cette dimension plus spécifique française, effectivement, parce que, bien sûr, il se passe quelque chose en France qui est magique, et depuis longtemps. Bon. Depuis, on va dire, à peu près 200 ans. Bon, on va remonter donc au XIXe siècle. Pourquoi on remonte au XIXe siècle ? Parce que je vais prendre là 2 exemples. Alors un qui est plutôt 19e, un qui est plutôt au début 20e, mais en fait de personnages très importants dans le monde de la mode, dans l'histoire de la mode de luxe bien entendu, mais qui ne sont pas français. Mais qui sont venus en France pour développer leur art, leur métier, et créer un univers entier. Le premier, effectivement, qui est majeur, c'est celui-là, Charles Frederick Worth, qui est tout simplement, alors c'est un Anglais, un tailleur, c'était un tailleur, bon, qui est venu à Paris, il est arrivé à Paris en 1845, parce qu'il considérait que Paris, la ville de lumière, la ville des arts, la ville du romantisme, il y avait aussi le romantisme allemand, bien sûr, mais bon, il était plus influencé par le romantisme français et parisien. Il est venu à Paris pour créer finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la haute couture. C'est lui qui est à l'origine des saisons, le concept de saison dans la mode, le concept de mannequin vivant. Il n'y avait pas de mannequin vivant avant. Il y avait des stockman, enfin l'équivalent des stockman. Il y avait des choses sur lesquelles on pouvait éventuellement mettre les vêtements, et puis on essayait les vêtements sur le client lui-même. Bon, mais il n'y avait pas de mannequin. Donc il a créé les mannequins, il a inventé ce concept de mannequin vivant, le concept de maison de mode, finalement, parce qu'il a considéré qu'il fallait passer d'un artisanat, qui était le tailleur, qui exécute ce qu'on lui demande. On lui dit, voilà, moi je veux un costume marron, plissé, machin, et il va exécuter ça. Et non, lui, il avait sa vision à lui, sa vision de designer, de créateur, d'artiste. Donc on passe du statut d'artisan à artiste, et il lance complètement cet univers, effectivement, de la mode. Et tout démarre avec, effectivement, cette haute couture qui va après donner naissance, petit à petit, au prêt-à-porter moderne. Alors là, on est aussi dans la haute couture. C'est une autre situation, c'est Schiaparelli, Elsa Schiaparelli, qui est ici. Et ça, c'est une de ses dernières collections de haute couture. Alors pas à elle, bien sûr, parce qu'elle nous a quittés il y a longtemps. Mais il y a eu une reprise de la maison Schiaparelli, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Donc elle aussi, elle n'est pas française, elle est italienne, issue d'une famille aristocrate italienne. Bon. Et après différentes aventures, parce qu'elle passe vivre aux États-Unis à un moment donné, elle arrive à Paris. Et à Paris, elle ouvre
c'est là qu'elle va véritablement ouvrir et créer sa maison de couture. Elle s'installe quelques années après 1927, elle s'installe place Vendôme, où la maison Schiaparelli est encore aujourd'hui, après une grande interruption, effectivement, parce que ça s'est arrêté à un moment donné. Et donc c'est très important aussi de voir que cette excellence française, elle est excellence française parce qu'elle s'est nourrie d'apports étrangers. Il y a une phrase de Marcel Mauss qui est « la civilisation vient toujours de l'extérieur ». C'est toujours intéressant ça, de se dire ça. Donc effectivement, il y a des choses qui arrivent de l'extérieur et qui sont des choses, des gens, des initiatives, des idées, et qui viennent en France créer cette excellence à la française. Alors ils ne sont pas les seuls, évidemment, il y en a d'autres, et puis il y en a qui étaient déjà là. Bon. Et notamment, alors là je vais vous donner quelques exemples effectivement assez marquants, et pas toujours très mainstream. Notamment la maison Agnel, par exemple. Là, on est dans le Gant, dans la ganterie, donc c'est une maison de Gand qui a une boutique à Paris, c'est tout, bon, qui a été fondée dirigée par, premièrement, cette dame, sa fille, puis sa fille encore, et qui a une influence quand même importante, discrète, mais importante, dans le monde de la haute couture, puisqu'il y a des créations, effectivement, Agnel, qui sont reprises par des grandes maisons. Donc voilà encore un exemple, voilà, en tout cas, d'excellence effectivement à la française, excellence principalement du métier et de la capacité de personnalisation, mais là on est sur un niveau de qualité, si vous voulez, du geste qui est très élevé. Excellence aussi avec, alors là, dans un autre domaine, bon, on est dans la lunetterie, bon, mais la lunetterie très 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 haut de gamme, puisque ce n'est que du sur-mesure, alors là, il n'y a pas de prêt-à-porter en quelque sorte, puisqu'on est dans, ça c'est la maison Bonnet, qui a là aussi une boutique dans le monde, qui est à Paris, en face de la galerie Vivienne, dans un petit passage qui mène vers les galeries de Palais Royal. Et effectivement, la maison Bonnet est importante parce qu'ils sont les seuls à avoir, quasiment les seuls, à avoir encore un stock d'écailles de tortue. Voilà, vous savez que l'écaille de tortue, eh bien, on n'a pas le droit, on ne peut plus prendre l'écaille de tortue sur l'animal, c'est interdit, c'est comme l'ivoire d'éléphant, etc. Mais par contre, si on a du stock, on a le droit de l'utiliser. Donc ils continuent à l'utiliser pour eux et pour leurs créations qui sont c'est uniquement du sur-mesure, ou pour, parfois, ils en vendent à des grandes maisons, comme Chanel ou Dior, bon, ça arrive, parce qu'ils ont encore du stock. Là, on est aussi dans l'excellence, évidemment, la maîtrise de cet objet très précis, qui est la lunette. Excellence à la française aussi, alors je reviendrai sur Cartier un peu plus tard, mais elle s'exprime à travers le parcours incroyable, qui est d'ailleurs relaté dans ce film merveilleux, l'Odyssée de Cartier, le parcours aussi de cette maison, qui appartient au groupe Richemont, mais qui est une maison française, qui s'établit donc rue de la Paix, où Louis Cartier avait son bureau, et ils ont restauré d'ailleurs le bureau, parce que c'est important, c'est partie des codes culturels aussi, le maintien d'un espace de travail dans son état d'origine, du créateur. Et effectivement, il y a quelques mots-clés là à travers cette affaire de la panthère, qui est importante, la panthère pour Cartier, très importante. Et je vous recommande d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, de voir ce petit film qui dure à peu près 3 minutes, l'Odyssée de Cartier, qui nous permet de voyager à travers l'histoire de la maison Cartier, et du coup, quelque part, à travers tout un tas, là aussi, de codes culturels qui sont totalement partagés par d'autres maisons françaises, là notamment plutôt de joaillerie. Je pense à Chaumet en particulier, ou Boucheron, etc. Donc il y a des codes qui sont évidemment similaires. Mais la panthère joue un rôle très important. Alors ce qui est important ici, c'est dans le vocabulaire, l'usage du vocabulaire. Ici, vous voyez, vous avez deux termes qui sont très importants, fabrication et incarnation. Ce sont des termes forts. On fabrique et on incarne. Donc on est dans quelque chose de très puissant. On ne peut pas être plus puissant, si vous voulez, que si c'est incarné. Et si c'est fabriqué, qui donne l'idée effectivement, de travail attentionné, rigoureux, précis, etc. C'est le fameux to make et non pas to do. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors, autre contexte d'excellence à la française, l'expression effectivement de Nathalie Baye dans ce film, qui n'est pas un mauvais film par ailleurs, mais enfin il y a un moment, il y a à peu près 8 secondes extraordinaires dans ce film. C'est un film qui est sorti fin 2021. C'est un film qui s'appelle Haute Couture, et dans lequel, à un moment donné, elle va
exprimer l'importance, l'éthique et la beauté, elle ne le dit pas de cette façon, mais du métier. C'est très important. À un moment donné, l'actrice, là, Lydia Coudry, lui dit oh, j'en ai assez, parce qu'elle la forme, en fait, au métier de couturière dans les ateliers de haute couture de la maison Dior, quand même le préciser. Bon. Et Lydia Coudry, enfin, le personnage, lui dit oh, j'en ai marre de ce boulot, c'est très dur, etc. Et l'autre lui dit mais c'est pas un boulot, c'est un métier. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui va se transmettre, c'est quelque chose qui a des valeurs, c'est pas juste pour payer tes clopes, ton Burger King et ton loyer. Voilà, c'est autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et c'est ça qu'elle lui transmet, en fait. Hein. Donc là, il y a effectivement cette idée-là de l'importance du métier, qui fait partie des codes, évidemment, très importants. Et puis en France, on a, heureusement d'ailleurs, parce que si on ne les avait pas, on n'aurait pas ce prêt-à-porter de luxe. On aurait peut-être la haute couture, mais on n'aurait pas le prêt-à-porter de luxe, qui fait le lien avec le mass market, bien sûr, en dessous. C'est la notion de façon, ce qu'on appelle la haute façon. Bon, donc il y a, en France, il y a un groupe, notamment le groupe Frano, hein, bon, je ne fais pas de la publicité pour eux en particulier, mais qui est dirigé effectivement par cette équipe, par ces personnages, dans lequel, avec plusieurs ateliers, dans lesquels sont fabriquées véritablement les pièces qui sont après en boutique. Je parle de Chanel, Céline, Chloé, Dior et compagnie. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas fabriquées n'importe où, elles ne sont pas fabriquées au siège, elles ne sont pas fabriquées rue Cambon ou avenue Montaigne, parce que ce n'est pas possible. Enfin, il n'y a pas la place, il n'y a pas la structure. La haute couture y est, oui, les salons de haute couture sont là. Par contre, pour ce qui est du prêt-à-porter de luxe, eh bien, il y a des endroits qui sont très confidentiels en France, très discrets. Là, c'est plutôt dans l'ouest de la France, du côté d'Angers, entre Angers et Cholet, bon, qui sont installés. Ce sont des entrepôts très discrets dans lesquels arrivent, vous avez d'un côté à l'entrée des tissus. Bon, eux, ils ont les patrons permettant de fabriquer effectivement les vêtements à partir de ça, et ça ressort de l'autre côté avec les étiquettes des grandes maisons. C'est très, très important quand même d'avoir ça en tête, qu'il y a effectivement, et j'insiste sur ce terme, vous voyez, des maîtres façonniers, il y a de la façon. Et je reviendrai sur la façon parce que c'est très, très important, à la fois comme vocabulaire et puis le sens que ça a, bien sûr, pour expliquer ce qu'est la mode de luxe aujourd'hui, et la mode même en général. Alors évidemment, l'excellence à la française, on peut difficilement ne pas évoquer donc, le comité Colbert. Le comité Colbert qui est une sorte de syndicat, si vous voulez, professionnel des grandes maisons de luxe françaises, et qui se considère d'ailleurs comme, effectivement, c'est pour ça que je le mets entre guillemets, comme la voix du luxe français. Bon, depuis sa création en 1954. Bon, évidemment, tous les grands noms, Vuitton, Baccarat, Hermès, bien sûr, sont très présents, très actifs, gèrent ce comité Colbert qui est une sorte de think tank, en fait. Bon, je dis association, syndicat, mais finalement c'est un think tank parce qu'ils sont aussi moteurs d'idées, si vous voulez, et d'inspiration pour cet univers du luxe. Et d'ailleurs, je reviendrai vers la fin de ma présentation. Je vois qu'il est déjà presque 1h15. Je reviendrai sur Cartier, qui est effectivement, parce c'est très important le comité Colbert, vous avez notamment des podcasts, hein, donc je vous conseille de voir, si vous avez un intérêt pour ça, suivre les podcasts du comité Colbert, où il y avait toute une série d'interviews et de dirigeants du luxe français qui s'expriment, bon, dont Cédric Vigneron, dont je vous parlerai tout à l'heure, pour ceux qui resteront au-delà de 13h15. Je ne sais pas si on a le droit encore. Bon, on va voir. Je continue. Alors, bien sûr, quelques mots sur LVMH parce que j'en ai parlé tout à l'heure. C'est effectivement le leader mondial du luxe. Et depuis 1987, le groupe n'existait pas avant, hein, bien sûr. Le groupe se constitue à partir de maisons historiques existantes, hein, comme bien sûr Vuitton, hein, 1854, et d'autres. Bon. Dior, bon, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la mission que se donne le groupe, dans son ensemble, sur l'ensemble des à peu près 75 maisons, hein, marques du groupe, c'est finalement, ça se résume à ça, c'est-à-dire voilà, être les représentants des qualités les plus raffinées de l'art de vivre occidental, pas n'importe quel art de vivre, occidental, bon,
d'être synonyme à la fois d'élégance et de créativité. Donc là, on est dans les codes culturels, effectivement. Hein. On retrouve cette idée, vous voyez, to blend tradition and innovation, donc mélanger tradition et innovation, mais c'est vraiment to blend, c'est pas to mix. Hein. To mix, ça serait une salade composée. Vous savez, la salade composée, s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, on peut le pousser discrètement sur le bord de l'assiette, d'accord ? Mais là, il n'est pas question de pousser quoi que ce soit. C'est to blend, un blender, on met ensemble, et puis du coup, on a quelque chose d'unique. La tradition et l'innovation complètement mélangées. Et puis vous avez peut-être le principal ici, hein, qui est, finalement, on pourrait dire, c'est la mission que se donne le luxe dans son ensemble. En tout cas, dans cette culture française du luxe, indiscutablement, c'est d'éveiller, de susciter, éveiller le rêve et l'imagination, qui est quelque chose de fondamental, qui est un besoin humain fondamental. Hein. Aussi important que d'autres besoins humains fondamentaux, comme l'éducation, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici, c'est un besoin humain fondamental. Il y en a d'autres, hein, l'information, la santé, etc. Mais le rêve et l'imagination sont évidemment cruciaux. Hein. Sans rêve et imagination, on est mort. D'accord ? On est peut-être vivant d'un point de vue biologique, mais c'est tout. Voilà. Donc, pour le rêve et l'imagination, il faut avoir cette, je dirais, cette dynamique-là et cette intention-là, intention des designers. Alors, je voulais effectivement faire un focus, même relativement court, sur effectivement les principaux codes culturels dans cette galaxie effectivement des marques, des maisons françaises. Il y a effectivement quelques termes très importants à avoir en tête. Là, je fais parler Pierre Hermé, alors on n'est pas dans la mode, mais c'est très important aussi, évidemment. La haute pâtisserie, si vous voulez, la haute gastronomie ont quelque chose à dire. Vous voyez, la différenciation, évidemment. Si on regarde dans le domaine de l'hôtellerie de luxe, notamment ce que peut nous dire le fondateur de ce groupe qui s'appelle les hôtels particuliers, vous voyez, effectivement, vous retrouvez d'ailleurs, vous voyez la première phrase, à une époque obsédée par l'immédiateté, on oublie d'où on vient. Donc on voit bien que là, nous, au contraire, on n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose, on va prendre du temps, vous voyez, on va cultiver un goût pour l'histoire et toute chose authentique. Cultiver encore, important, cultiver, hein, ça fait référence à culture, mais aussi à culte, bien sûr. Cultiver donc une harmonie intemporelle, lire les traces du passé, notre patrimoine est la fondation de notre mémoire, et puis là encore, voilà, cultiver l'esprit des pierres anciennes. Autrement dit, il y a quelque chose là de fondamental qui est un intérêt, un attrait pour quelque chose d'ancien qui vient de loin et qui va expliquer pourquoi on est aujourd'hui important et on est influent. On n'est pas là par hasard. Et c'est aussi ce que veut nous dire Goyard. Hein, je vais un petit peu vite, hein, mais ici vous avez une malle Goyard, et ça c'est un visuel Goyard qui était sur leur site. C'est ce que veut nous dire Goyard avec l'escargot là. Cet escargot qui tire, on lui fait tirer une malle. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ici vous avez des traces effectivement de l'escargot. Ce sont les traces de c'est ce qui est derrière l'escargot, c'est sa mémoire, d'accord ? C'est le parcours qui a été fait avant, bon, symboliquement. Et puis là vous avez l'ongle du filet qui n'a rien à voir. Et cet escargot, effectivement, finalement, on lui demande de tirer une malle Goyard, même si elle est vide, c'est déjà bien lourd. Donc imaginons qu'elle soit pleine. Donc ça va la ralentir. Ensuite, on lui demande, vous voyez, vous avez un haïku qui est un petit poème japonais, on lui demande d'escalader le mont Fuji, mais lentement, lentement. Et donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on fait ? On fait référence là à quelque chose de fondamental, qui est l'importance des efforts et de la persévérance qu'il faut avoir, de la patience qu'il faut avoir pour réaliser cette excellence et ces objets précieux, expériences précieuses qui constituent le luxe aujourd'hui. Autrement dit, c'est aussi l'importance du temps, hein, pas la météo, voilà, qui est déplorable aujourd'hui, mais c'est l'importance du temps qui passe, hein, de l'attention qu'on va accorder au temps, quel que soit le temps passé. Quel que soit le temps passé, finalement, évidemment, c'est important pour arriver à ces résultats exceptionnels qu'on a. Donc on n'est pas là par hasard, on est là parce qu'il y a des efforts, effectivement, très importants qui sont accomplis. Chose qu'on peut retrouver d'ailleurs à travers ces quelques illustrations de la haute maroquinerie, on va dire mondiale, mais principalement française, à une petite exception près, que ce soit avec Goyard ici, avec Delvaux. Alors Delvaux est belge, effectivement, bon, c'est très très proche, hein,
culture française évidemment, surtout que Delvaux c'est 1829 et le royaume de Belgique existe à partir de 1830. Donc techniquement, effectivement, Delvaux est né, on pourrait dire français. Bon, voilà. Mais bon, on va dire que Delvaux est belge à un an près, mais simplement ils sont très très proches de nous, effectivement. Delvaux a été racheté par Richemont d'ailleurs relativement récemment, mais quelles que soient ces maisons finalement, elles partagent toutes cet ADN du luxe que j'ai mentionné très rapidement, qui est effectivement le patrimoine, un patrimoine très élevé, qui est le résultat, si vous voulez, le fruit de l'histoire, bien sûr, patrimoine à la fois matériel et immatériel, donc des savoir-faire, des valeurs de transmission, de partage, d'apprentissage, bon. Mais aussi donc une capacité de personnalisation, parfois extrême, et puis bien sûr une technique, un geste, un métier qui est extraordinaire. Alors, à des degrés divers, donc là ça c'est Moina, qui a été racheté relancé on va dire, plutôt par Bernard Arnault récemment, et puis bon, bien sûr Vuitton, etc. Et Hermès ici. Et puis là, on a un petit nouveau, vous voyez, dans le paysage, de la haute maroquinerie. On a donc Guillaume Lancelot, et Guillaume Lancelot, qui est un ancien d'Hermès, sa maison est très récente. Alors il y a un problème. Le problème est que, effectivement, pour tout le reste, à part l'histoire, tous les codes sont là. On a cette excellence, effectivement, de la personnalisation. Là, on est dans un cuir, on est dans du galucha, c'est un sac sur mesure, bon, voilà, qui coûte une fortune. Le métier, l'art du geste, alors là, absolument magistral, mais par contre, on n'a pas d'histoire, quasiment pas. Voilà. Et dans le luxe, dans l'ultra-luxe en tout cas, l'absence d'histoire, c'est compliqué. Vous allez me dire, ça fait déjà 10 ans, mais 10 ans, c'est rien, quand on compare évidemment à ces monstres-là. Bon, bien sûr. Donc, it's a baby brand. Voilà, c'est vraiment une marque très. C'est un bébé, quoi, quelque part. Bon. Et donc, comment on peut faire pour régler ce problème ? Eh bien, on peut, effectivement, et ça fait partie des codes, là aussi, dans la communication. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'on n'arrive pas à faire ça. On ne peut pas rejoindre, effectivement, le temps qui est le Graal absolu. Bon, on ne peut pas avoir cette légitimité facilement. Eh bien, du coup, on va utiliser dans la communication, vous voyez, des références au temps. Les produits de luxe doivent traverser le temps, doivent effectivement traverser le temps, s'enrichir du temps. Et puis on a ça surtout qui est remarquable. On va vous dire, ça c'est la communication Lancelot, évidemment, il va vous dire, les gestes de nos artisans sont le fruit d'années d'expérience. Autrement dit, nous, on est très jeunes, enfin il ne le dit pas comme ça, mais nous on est très jeunes, mais par contre, ceux qui travaillent pour nous, les artisans qui travaillent pour nous, eux, ils ont des années, des décennies d'expérience. Eux, ils ont cette légitimité. Et en faisant ça, effectivement, eh bien, il va pouvoir rejoindre le temps, quelque part, cette légitimité, cette crédibilité, mais en passant par la case du savoir-faire, et de l'excellence du savoir-faire. C'est très important en termes pour comprendre les stratégies de marque dans cet univers. Soit on a déjà la légitimité, comme ici avec Goyard, évidemment, et Goyard peut parler de patrimoine, bien sûr. Goyard peut parler d'intérêt patrimonial, de créativité sans cesse renouvelée, et d'une transmission, vous voyez, ça c'est très très important, transmission de génération en génération. Voilà. Je vous ai dit, toute la référence à la tradition, c'est « je transmets », et en transmettant, je transforme. D'accord ? Et ça c'est aussi une donnée fondamentale de l'excellence. L'excellence, c'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas laisser les choses, si vous voulez, ces objets précieux dans un musée. Alors on peut le faire aussi, il y a bien un musée Breguet, Place Vendôme, etc. Mais ou un musée Saint-Laurent, mais c'est quand même l'idée de transformer pour donner une nouvelle vie en permanence. Donc transformer, ça va permettre aussi d'innover. Voilà, technique intemporelle. Alors pour Hermès, bon, il y aurait énormément de choses à dire pour Hermès. Je continue un petit peu sur Hermès pour vous parler effectivement dans cette exposition. Alors ça, c'est une exposition un peu futuriste qu'ils ont fait à Shanghai il y a quelques années, en Chine, dans laquelle ils vont parler d'un dialogue entre les époques, donc là, référence évidemment au temps, de savoir-faire bien sûr, et puis de personnages qui viennent d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Autrement dit, on établit une sorte de glissement, là, comme ça, un peu insensible, entre finalement ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer demain. Autrement dit, on contrôle tout ça, quelque part. Le message implicite, c'est on joue avec tout ça, comme des personnages d'une pièce de théâtre. Et ici, vous avez quelque chose de formidable, et je vais presque
conclure là-dessus, quand Hermès parle du développement durable, cette excellence à la française, elle est partout là, dans la première partie, qui est en fait essentiellement culturelle. Développement durable, donc on pourrait dire, bon voilà, ils vont nous parler de la nature, du respect des matériaux, etc. Bon, oui, oui, effectivement, mais la nature, ça apparaît ici, vous voyez, dans ce texte. Et puis là aussi, environnement naturel. Tout le reste, c'est culturel. C'est culture, culture, culture. Valeurs transmises de génération en génération. C'est ce qu'on avait avec Goya. C'est pas la même maison, hein, mais bon, vous voyez, c'est le même élément de langage. Valeurs transmises de génération en génération par les artisans qui façonnent. Puis après, il y a encore plein d'autres choses. Mais arrêtons-nous là un instant là-dessus. Façonner. Façonner, c'est fascinant, en quelque sorte, on pourrait dire. Pourquoi façonner? Pourquoi toutes ces marques? Parce que Lancelot utilisait aussi des objets façonnés à la main, etc. Parce que c'est un mot fondamental pour comprendre cet univers de la mode, effectivement, et en particulier dans le luxe. On va revenir sur l'origine du mot. C'est intéressant avec les mots parce qu'ils ont toujours un point d'origine et une histoire. Ils ont un passé et un futur, si vous voulez. Bon. Il y a un moment où le mot façon arrive dans le vocabulaire français. On est dans le vieux français Moyen-Âge. Et ce mot façon, ben, il vient du latin factio, qui vient lui-même de facere. Bon, ça, ce n'est pas le plus important. Par contre, je suis sûr que vous allez retenir la suite. Qu'est-ce qu'il a donné ce mot façon? Question, à votre avis. On n'est pas dans un cours, je sais, c'est une conférence, mais quand même, allez. Pardon? Alors oui, d'un point de vue, mais là vous élaborez, vous avez raison, mais d'un point de vue purement, alors, phonétique, mais ça a du sens. Eh bien oui, ça a donné fashion, effectivement. C'est-à-dire que quand on parle de mode, en anglais en tout cas, on va dire fashion, de fashion industry, de luxury fashion, high fashion, mais ça vient de façon. Ça veut dire qu'en fait, le plus important qu'il faut comprendre là, c'est que on est des makers, en fait, dans cet univers. On fabrique des choses, on fabrique des objets précieux. On transforme la matière première, inerte, totalement inerte, en beauté. C'est pas rien, quand même, c'est un peu ambitieux. Hein. Bon, voilà. Et donc, oui, ça implique de la manière, donc du comportement, donc du savoir, à la fois du savoir-faire et du savoir-être. Bon, vous avez totalement raison. Mais très, très concrètement, ça a donné, effectivement, fashion. Alors après, effectivement, on continue dans ce texte avec des termes, bien sûr, qui sont des éléments de langage là aussi, et qui expliquent cette excellence que Hermès incarne magistralement, évidemment, avec l'excellence à la française, longévité, racine, bon, hein, c'est pour ça que je vais parler de l'arbre aussi tout à l'heure, la responsabilité, qui est une valeur, bien sûr, hein, qui est du savoir-être, donc, quête d'authenticité, respect du temps, bon, bien sûr, et des ressources issues de la nature, parce qu'il faut bien caser ça quelque part. Voilà. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est tout ce qu'on a ici, là. Voilà. Et puis on vous parle aussi, ça c'est quand même un sujet majeur, qui est le point d'origine. Hein, le luxe à la française, c'est une histoire. C'est un point d'origine et surtout une continuité. Parce que s'il y a une interruption, on n'est pas bien. Voilà, il y a un problème. En termes de branding, ça va mal se passer. Donc du coup, il faut effectivement la continuité. Donc là, depuis 1837, Cartier depuis 1847, etc. etc. Hein, ce point d'origine qui est temporel, mais qui est aussi spatial. Hein. Bon, alors, effectivement, pour finir avec Hermès, on a, avec ce visuel, on a quelque chose d'assez parlant. Bien sûr, on vous dit time, donc time, le temps, c'est un objet Hermès. Bon, donc ça veut dire qu'ils l'ont fabriqué, ça veut dire qu'ils le contrôlent, qu'ils le maîtrisent. Bon, voilà. Et puis on a un personnage, vous voyez, c'est une image un peu onirique, qui traverse effectivement un cadre et qui va se retrouver dans un autre univers. Donc on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas une forme de voyage dans le temps? Maintenant, dans quel sens? Est-ce que c'est on retourne vers le passé, on va en arrière, ou est-ce qu'on va vers le futur? On ne sait pas. Mais en tout cas, on va dans un endroit qui est peut-être le point d'origine, hypothèse, ce fameux point d'origine dans lequel il n'y a aucune trace d'activité humaine, aucune construction, aucun pont, aucune route, etc. Et donc c'est intéressant, parce que cet univers-là dans lequel on est, c'est notre univers à nous, moderne, contemporain, et puis là, on est dans autre chose. Donc ça nous invite effectivement à voyager. Alors j'ai quantité d'autres illustrations de cette excellence à la française et de codes culturels dans la communication. Là, on est avec la Maison Dior, ça c'est Christian Dior bien sûr, hein, l'importance de la référence à l'histoire et au patrimoine. Hein, là ici, la Maison Dior lève le voile sur son histoire et son patrimoine mythique.
Ici, toujours la Maison Dior, des références, vous voyez, au fait qu'on a un savoir-faire qui n'a pas changé, dans quelque chose qu'il faut préserver, quelque chose qui est vénérable, hein, qu'il faut préserver, qui est ancestral aussi. Et puis par ailleurs, donc ça c'est plutôt là, tout ça c'est tradition, ça veut dire tradition. Bon. Et puis là, de l'autre côté, on vous parle de transmission, et qui dit transmission, comme je vous l'ai dit transformation. Donc là, on parle de transmission, on parle d'audace et d'inventivité. Voilà. Et on dit d'ailleurs, Christian Dior a changé les codes, là. Voilà. Donc c'est une sorte de double langage, mais qui est ce double langage, finalement, de la mode de luxe. C'est-à-dire, effectivement, on associe tradition et innovation, patrimoine et créativité, histoire et inventivité. Enfin, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent de façon ou d'une autre, hein. Bon, Dior, c'est LVMH, et LVMH, vous voyez, on vous parle d'une académie de talent. On vous présente l'entreprise, là, pour ceux qui veulent rejoindre l'entreprise, dans la partie carrière, on vous présente l'entreprise comme une académie. Autrement dit, on est toujours en train d'apprendre. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont lancé leur fameux département, les métiers d'excellence, dont vous avez peut-être entendu parler. Parce qu'on a besoin d'apprendre en permanence, et pas seulement sur les bancs, si je puis dire, des universités ou et des écoles, mais aussi dans les entreprises. Bon, voilà, donc ils se présentent, eux, comme une académie. Voilà. Et puis, il y a ça aussi, contribuer ensemble au futur de la tradition. Donc ça, c'est quand même fort, parce que si la tradition a un futur, c'est qu'elle est susceptible d'évolution, de changement. Bon, elle n'est pas statique, elle n'est pas morte. Là, avec Bragard, on est dans un autre secteur de la mode de luxe, mais c'est de la mode professionnelle pour l'hôtellerie de luxe. Donc, ce n'est pas une marque qui est connue du grand public, évidemment, mais ils font des vêtements pour le personnel en salle et puis le personnel en cuisine dans les grands hôtels et grands restaurants. Bon. Et vous voyez, effectivement, notre histoire, le savoir-faire et ça, équilibre entre tradition et innovation. Hein. Ça va évidemment ensemble. On ne peut pas les dissocier. Soit on les mélange, soit on trouve un équilibre. Alors, même chose ici avec la maison Balmain, hein, à partir de 1945. Quand la maison Balmain communique aujourd'hui, elle va communiquer sur l'audace, donc la capacité d'innovation, d'invention, etc. Et elle va communiquer aussi sur ça, vous voyez, conjuguer, c'est-à-dire équilibrer, associer, mettre ensemble, c'est la même chose. Modernité, donc innovation, inventivité, créativité, et respect de ses valeurs fondatrices. Attention, on est obligé d'utiliser tous ces codes culturels-là. Et l'excellence est possible parce qu'on a cette double capacité. Hein. Respecter les valeurs, respecter la tradition, et être moderne en même temps, et innovant. Donc, quelque part, prendre des risques, répondre aujourd'hui à des besoins de demain. Hein, c'est la même chose ici, dans le même discours pour la maison Givenchy. Bon, ça c'est un petit hommage à Bettina Graziani, qui était son modèle préféré, son mannequin préféré à l'époque. Mais regardons ici, vous voyez, recherche constante de l'équilibre entre tradition et modernité, entre savoir-faire et innovation. Bon, même chose, voilà, et des codes avant-gardistes et intemporels. Alors je vais avancer un petit peu, parce que je suis conscient quand même qu'on explose complètement le timing. Je vais avancer un petit peu pour mettre l'accent, vous donner un exemple, parce que, bon, on m'a dit, il faut que tu parles de la mode, mais ne parle pas que de la mode, il faut parler aussi des accessoires. Bon, voilà. Alors, un petit exemple sur quelque chose qui paraît complètement anodin, et qui est peut-être effectivement un secteur de la mode oublié, c'est le monde de l'éventail. Ben, dans le monde de l'éventail, qui est un objet de séduction aussi, hein, un objet à la fois utile et un objet de séduction, enfin cet éventail-là en tout cas, ce type d'éventail, il y a un acteur français qui est vraiment un représentant de l'excellence, là aussi, hein, qui s'appelle donc Duvelleroy, la maison de Duvelleroy. Alors cette maison de Duvelleroy, elle fait effectivement des éventails d'une façon extrêmement soignée, bon, voilà, avec aussi tout un technique, tout un patrimoine de savoir-faire, évidemment, tout un discours sur, effectivement, le patrimoine, bien sûr, sur l'importance de tous les objets, tous les éléments matériels qui leur servent à produire ces objets précieux, et donc expériences précieuses qui sont associées aux objets précieux. Voilà, on vous dit ça, vous voyez, roi des éventails et faiseur d'éventails, fabricant, hein, maker, hein, d'éventails pour les rois. Et regardez là ce discours-là, toujours on est dans l'éventail, donc ça a l'air complètement superflu et secondaire, un éventail surtout aujourd'hui. Bon, voilà. Mais regardez effectivement le discours.
couture, savoir-faire. Ici, on vous parle de gestes, enfin de signatures, bon, effectivement, c'est signé, bon, pourquoi c'est signé. Et là, on vous dit que la pratique est restée inchangée, hein, rappelez-vous, savoir-faire, inchangé, ancestral, hein, ce que disait Dior, et on vous dit ça qui est extraordinaire. On vous dit qu'un seul pli qui va être mal fait, si vous voulez, et toute la feuille, le livre, c'est-à-dire l'ensemble de la feuille, doit être jeté, abandonné. Et on vous dit ça, quel que soit le temps passé. Ça, c'est un critère d'excellence, quel que soit le temps passé. On n'est pas dans le rendement infernal, évidemment. On doit réaliser, produire un objet précieux, et donc une expérience précieuse. Et que ce soit un Birkin ou un Kelly chez Hermès, ou là, un éventail chez Duvelleroy, eh bien, il faut prendre le temps nécessaire. Et si ça prend beaucoup de temps, c'est pas grave. Ça nous renvoie à l'escargot de Goyard, hein, quelque part, hein, qui prend tout son temps, qui traîne, etc. Mais c'est pas grave, parce qu'on va arriver à quelque chose d'important et qui a du sens à la fin. Alors quelques mots pour conclure avec la Maison Cartier. Et donc cet extrait, en fait, ce que je vous montre là, c'est un extrait de ce podcast qu'on trouve, hein, sur le site du Comité Colbert et que je vous invite à écouter. Enfin, il y en a plein, hein, il n'y a pas que celui de Cyril Vigneron, qui est toujours le patron de Cartier. Vous avez donc là quelques perles, effectivement, mais qui expliquent, hein, définitivement, enfin, cette idée d'excellence, hein, une tradition, il vous dit, une tradition qui est coupée du temps présent, hein, qui est absente, donc qui est coupée du temps présent, et bien elle décline, elle prend de la poussière, hein, elle devient poussiéreuse, et elle meurt. Donc ça veut dire qu'il faut faire du lien entre le passé, le présent et le futur, ce que nous dit Hermès aussi, hein, bien sûr. Il va vous dire qu'effectivement, préserver la tradition implique évolution et enrichissement. Là, on est aussi dans l'explication de l'excellence. C'est pas on a été excellent à un moment donné, non, on est excellent tout le temps, mais du coup, on est dans une continuité et dans une évolution, dans un enrichissement permanent de l'excellence d'hier avec l'excellence d'aujourd'hui et bientôt avec l'excellence de demain. Et puis, il va vous dire aussi qu'effectivement, le savoir-faire, le patrimoine et l'innovation, c'est une seule et même chose, bien sûr. Et qu'il faut trouver effectivement un équilibre entre préserver le patrimoine, effectivement, et l'innovation moderne. Alors, à propos d'innovation moderne, c'est très intéressant parce qu'on lui demande effectivement pourquoi vous n'avez pas fait une montre connectée, comme a fait Tag Heuer, donc effectivement, une des premières montres a priori de luxe, mais connectée, smartwatch, on va dire. Ben lui, il dit effectivement, non, on ne fait pas de montre connectée parce que nous, en fait, on fabrique on conçoit et on fabrique des objets connectés, certes, mais connectés à nos émotions. Très important, les émotions. Hein. C'est un besoin aussi fondamental, comme le rêve et l'imagination. Donc on a besoin de ça, évidemment. Et donc il va dire qu'effectivement, nous, on n'a pas besoin de mise à jour avec un objet connecté, une montre connectée. Ben non, parce que dans 20 ans, nos produits seront toujours beaux, continueront à exister, etc. Voilà. Hein, il va dire aussi qu'effectivement, les créations intemporelles, ce n'est pas qu'elles vieillissent bien, mais c'est qu'elles ne vieillissent pas. Voilà, parce qu'elles sont déconnectées, en fait, de cette notion de passé, présent, futur. Et puis, pour finir, donc, que effectivement, le luxe à la française, on pourrait dire cette excellence du luxe à la française, elle existe, hein, elle est présente et elle existe si elle se connecte à l'universalité du monde. Autrement dit, il faut qu'il y ait quelque chose d'universel, hein, il faut que ça parle, et que ça ne parle pas que, évidemment, aux clients français, à l'écosystème français, mais ça parle au monde entier. Et ça parle au monde entier. Quand vous avez des centaines de milliers de visiteurs sur l'Expo Dior, au Musée des Arts Décoratifs il y a quelques années, ce ne sont pas des clients Dior, ce ne sont pas des clients français, ce sont des gens qui viennent effectivement du monde entier. Pas que pour ça, ils viennent peut-être aussi pour la Tour Eiffel, certes, mais ils viennent aussi pour, effectivement, voir cette expo. Alors, pour conclure, effectivement, on peut dire que cette excellence française, la française, elle va s'exprimer à travers, bien sûr, comme je l'ai évoqué, un ADN du luxe, hein, donc patrimoine, principalement un patrimoine, personnalisation et ce qu'on appelle vulgairement le sur-mesure, personnalisation et métier, hein, le craftsmanship. Donc cet ADN du luxe, évidemment, est très important. La notion de territoire de marque, alors je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est très important aussi, hein, pour l'excellence à la française, le fait qu'on est ancré, hein, comme un bateau est ancré, si vous voulez, ou a des racines qui sont quelque part. Et ça, c'est très important, cette référence à notre territoire. Bon. Et ça, c'est un élément important aussi. Et puis, il y a, bien sûr,
cette capacité d'innovation. Voilà. Donc j'en ai terminé. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Voilà. S'il y a des questions, en tout cas, je suis à votre disposition.